Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Nous revoici pour un nouveau podcast. Je suis rejoint par mon acolyte Shai Mamou, l'homme indéboulonnable, toujours là. C'est lui encore qui a assuré ce matin le CQFR en solo comme un patron. Shai, cette semaine, tu sais, on se disait justement avant de lancer le podcast qu'on était un peu loin encore de la saison régulière pour se lancer dans des previews un peu durs en regardant vraiment, en épluchant les rosters. Malgré tout, il y a quand même des équipes auxquelles on a du mal à comprendre vraiment, dont on comprend difficilement ce qu'elles vont tenter de faire, quels vont être leurs objectifs annoncés, quels vont être leurs réels objectifs peut-être cachés. Donc je vous le dis tout de suite, on va pas aller taper dans les équipes de contenders cette semaine. On va aller sortir les gants pour creuser peut-être dans le ventre mou du championnat, cet espace, tu sais, maudit dans lequel personne veut se retrouver, pour essayer de voir un petit peu, donc parmi ces équipes, lesquelles essaieront de sortir du ventre mou par tous les moyens pour accrocher les wagons de tête, ou du moins la fin des wagons de tête, et lesquels choisiront carrément de plonger dans les abysses pour essayer d'aller choper Cooper Flag ou Nolan Traoré ou un autre prospect de premier rang à la draft. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Shai, est-ce que quand on parlait de ce sujet-là tout à l'heure avant de se lancer, est-ce qu'il y a une équipe qui t'est immédiatement apparue en tête, à laquelle tu as pensé tout de suite en te disant mais cette équipe-là, je ne sais vraiment pas ce qu'elle va essayer de faire cette année, c'est un mystère. C'est comme ça que j'ai procédé, moi. C'est-à-dire que j'ai regardé le classement et je me suis dit, bon, il y a les équipes dont on sait évidemment ce qu'elles veulent faire. Elles visent le titre ou un long parcours en play-off. Il y en a quelques-unes dont on sait qu'elles visent un pic dans la loterie vraiment très très haut pour espérer avoir Cooper Flag ou un autre gros joueur. Et je me suis dit, lesquelles, quand tu les regardes, tu te dis, mais en fait, est-ce qu'elles ont une bonne perception d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles savent elles-mêmes ce qu'elles veulent faire? Est-ce qu'en cours de route, ça ne va pas complètement partir en vrille? Je me suis un peu posé cette question-là. Et dans cette réflexion-là, l'une des équipes qui m'est venue le plus vite, c'était Chicago, en fait. Chicago, c'est-à-dire qu'il y a eu enfin un peu de mouvement. Parce que ça fait quoi? Ça fait 2 ans. C'est combien de temps qu'il y a le trio, qu'il y avait le trio de DeRozan, Vucevic, Lavine? Ça fait combien de temps qu'on n'arrête pas de dire bon, on a compris que ça ne marchait pas, on a compris que les Bulls ne seraient pas un contender avec ce noyau-là, et pourtant ça ne bougeait pas, et pourtant on avait l'impression que le front office avait envie d'insister avec ça, de faire quelques petits changements autour éventuellement, mais ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de changement de coach non plus. Et là, on a l'impression qu'il y a peut-être un début de quelque chose qui s'est produit, parce que bon, DeMar DeRozan est parti à Sacramento, mais je suis quand même interloqué et je ne sais toujours pas ce que je dois attendre de cette équipe parce qu'il reste 2 des 3 joueurs sur lesquels reposait le projet. Donc Nikola Vucevic et Zach LaVine sont toujours là. Zach LaVine qui a passé les derniers mois et quasiment la dernière année à être au centre des rumeurs pour un trade. Vucevic, dont on sait aussi que c'est un joueur qui n'a normalement pas vocation à rester encore plus longtemps à Chicago. Mais il y a eu des moves autour. Vucevic, non, si je me trompe. Vucevic a été prolongé même, non, si je me trompe pas. Oui, je vais vérifier ça. Je crois que tu as raison. Mais parce que c'était un peu, ils étaient un peu obligés de. Au niveau du timing, ils ont été obligés. Il a signé en juin 2023. Non, il n'a pas de prolongation. Alors, ok, autant pour moi. J'ai cru qu'il avait prolongé justement en cours de saison dernière. Ça aurait été très possible qu'on passe à côté entre toutes les histoires de prolongation et autres. Si je regarde son contrat, je te dis ça maintenant, comme ça, effectivement, on est bien au clair là-dessus. Il sera unrestricted, il est sous contrat jusqu'en 2026. Il avait signé pour 3 ans en 2023. Mais bon, il est quand même sous contrat jusqu'en 2026. Donc, ils peuvent pas attendre l'expiration de son contrat comme ils ont pu le faire avec d'autres joueurs. Donc Vucevic est toujours là, mais on se dit qu'il n'a normalement pas vocation à être là. Ils ont fait le trade où ils ont fait venir Josh Giddey. Il y a le retour de Lonzo Ball. Donc il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui pourraient te faire dire franchement, c'est intéressant. C'est une équipe qui est sur le papier, n'a pas vocation à tanker, par exemple. Tu vois. Et d'un côté, ça semblerait pourtant être la meilleure solution pour une équipe comme Chicago d'essayer de se reconstruire avec des nouveaux éléments, ce qui est impossible pour moi avec une équipe qui est trop compétitive comme elle l'est. Parce que si tu regardes le 5, tu as Josh Giddey,
le 5 théorique, hein, encore une fois, Josh Giddey, Kobe White, Zach LaVine, Patrick Williams, Nikola Vucevic, avec possiblement Lonzo Ball en sortie de banc, dont on espère qu'il va revenir à un niveau assez proche de celui qui était le sien avant ces très très graves blessures. Pour moi, c'est pas une équipe qui, sur le papier, doit tanker, mais en même temps, est-ce que eux sont conscients de ça? Est-ce qu'ils visent pas trop haut? Est-ce que au niveau du coaching staff maintenant qui est en place, est-ce que ça va changer quelque chose? Voilà, tout ça pour dire que quand je vois les Bulls, je sais absolument pas ce que je dois attendre d'eux. Est-ce qu'ils seront sur une saison de reconstruction parce qu'enfin il y a une des stars qui est partie, ou est-ce qu'ils vont se dire bah c'est bon, là on a juste fait un petit ajustement, on garde le même staff, Billy Donovan est toujours là, hein, et ça va suffire pour peut-être jouer le play-in et plus. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais les Bulls, je suis assez interloqué quand je regarde ce qu'ils ont fait ces derniers mois, notamment. Mais écoute, c'est assez marrant parce qu'on s'était pas dit à l'avance de quelles équipes on allait parler. Et moi, ma page, elle était ouverte sur les Bulls, justement, pile sur les Bulls, avec l'absurdité. En fait, t'as bien fait de redire ça. La question, c'est comment est-ce que Chicago se voit en tant qu'équipe? Parce qu'il y a deux éléments quand même cet été qui sont assez marquants. Le trade d'Alex Caruso dans lequel ils ont récupéré aucun pick. Donc, c'est comme si c'était une situation en mode bah, on échange un joueur contre un joueur et nous, ça va nous permettre de passer un cap. Voilà, il y a ça. Et dans l'autre, la deuxième chose, c'est quand même le nouveau contrat offert à Patrick Williams, 90 millions de dollars. Moi, je t'avoue que je suis hyper sceptique sur le potentiel de ce joueur parce que je sais même pas en quelle année. J'ai l'impression qu'il était drafté il y a 10 ans maintenant et que tous les ans on se dit ouais mais cette année c'est l'année où s'il passe un cap, Chicago va prendre une autre dimension. Ça s'est toujours pas produit. Donc je regarde cette équipe, je comprends pas en fait. Je continue de ne pas comprendre le timing des décisions prises par Chicago. T'as l'impression que le trade de DeRozan, c'est 2 ans trop tard quasiment, ou j'exagère, en 1 an et demi trop tard au moins. Zach LaVine, il aurait fallu essayer de le trader plus tôt si t'étais sûr de ne pas vouloir le garder. C'est vraiment assez incompréhensible en fait la manière dont cette équipe est gérée. Là finalement, tu vois, je regardais le roster à mesure que tu l'énumérais. Je suis curieux de voir ce que Josh Giddey va faire sur le terrain. C'est un joueur que j'aime bien. Vraiment plein de talent. J'aimais beaucoup. Effectivement, le fit n'était pas optimal pour OKC. Au bout du compte, on l'a bien vu en playoff. Mais c'est un joueur qui est vraiment plein de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est un joueur qui est plutôt taillé. Enfin, excuse-moi, mais plutôt un joueur que j'imagine pour une équipe vraiment en reconstruction qui part de bas et pas une équipe qui cherche à viser le top 8, par exemple, top 6, je sais pas. Pour moi, il doit être, vu son âge et vu son talent, ça doit être une de tes grosses pièces de reconstruction quand tu pars d'en bas, mais pas ce qui a l'air d'être, en tout cas quand tu écoutes les dirigeants des Bulls, pas le meneur d'une équipe qui va viser, ce que je te disais, top 6, top 8 ou play-in, quoi. Ben oui, non, je sais pas trop, parce que finalement, Zach LaVine, on n'a pas non plus de date précise de retour. On sait même pas si l'objectif de Chicago, c'est de le réaligner sur le terrain, ou si ça sera simplement d'essayer de le trader dès qu'il sera revenu de son opération. J'imagine qu'il faudra quand même qu'il le fasse jouer pour montrer aux autres équipes qu'il est toujours, qu'il a bien récupéré de sa blessure. J'ai hâte de savoir si Lonzo Ball va rejouer au basket. C'est un super joueur de basket, vraiment. Ça fait partie de ces mecs, tu sais, où tu dis, si seulement il pouvait éviter les blessures, rester sur le terrain. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et limite, mais je fais un petit peu dans la provoque, j'aimerais bien voir si Kenneth Lofton va faire le roster, parce que c'est une espèce de mec qui fait kiffer pendant toutes les années, était dans la Summer League et qui trouve pas sa place. Mais au-delà de ça, je vois les pièces en fait, et je vois pas le puzzle assemblé, quoi. Surtout que le coaching staff n'a pas changé, donc on peut pas dire il va avoir une nouvelle vision, un nouveau style de jeu. Et encore une fois, Billy Donovan, moi c'est quelqu'un que j'aime bien et dont j'estime les qualités, mais il a pas énormément fait progresser cette équipe, ça a pas fonctionné. Donc tu peux même pas dire on reprend. Il y a d'autres équipes peut-être dont on va parler et qui ont surtout changé de coach, et en espérant qu'avec le même effectif ou presque ça va changer. Mais pour les Bulls, même si tu reprends les cas individuellement, Patrick Williams, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'il ne devienne pas un très bon joueur NBA, mais il semble y avoir quand même une espèce de plafond, un truc qui fait qu'il n'arrive pas à vraiment casser ce plafond. Et pour Lonzo, moi, je veux plus me dire oui, avec le Lonzo d'il y a 3 ans, cette équipe, elle n'aurait rien à voir. Effectivement, je pense il était au cœur du projet et peut-être que les Bulls auraient mieux joué avec lui, mais là maintenant, moi, je veux juste qu'il rejoue au basket de manière prolongée et qu'il n'y ait plus de blessures, plus de moments où on se demande s'il va pouvoir ne serait-ce que se lever de son siège. Donc ce serait mettre trop de pression que de dire bah si, c'est bon, si Lonzo il revient, les Bulls c'est une équipe de playoff, tu vois. T'as raison, je vois des pièces dispersées comme ça
et je sais pas comment ce qu'ils vont en faire en fait. Pour moi, il n'y a pas de scénario, c'est une équipe de playoff en fait. Pour Lonzo, c'est vraiment juste le plaisir de savoir est-ce qu'il Ouais. peut rejouer au basket, le voir sur le terrain. Et je me dis, si t'es Matas Boutzelis, là, le rookie quand même talentueux de Chicago, Ouais. mais pour moi, c'est la pire des situations pour un rookie en fait. T'arrives, tu sais pas ce que le club veut faire. Tu sais pas si tu vas pouvoir, si on va te donner ta chance en se disant, bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, on va perdre tous les matchs. S'il le faut, on va jouer. C'est un roster quand même qui va coûter de la thune. Et finalement, quand on regarde la situation, en ce qui concerne les choix de draft de Chicago cette année, c'est une équipe qui a pas intérêt à gagner parce qu'en fait, si elle récupère d'un des pics entre 1 et 10, elle le garde. Et sinon, leur pic est envoyé à San Antonio. Donc en fait, tu te dis, est-ce que. Enfin. Cette équipe, elle a aucun intérêt à être bonne, et en même temps, tu te dis, mais si vraiment tu veux être mauvais, pourquoi avoir un roster comme ça, quoi? À moins que tu dises, bon, bah, on va tout démanteler à la première opération, comment dire, à la mi-saison, au mois de février, on aura fait le vide dans le roster, quoi. Ça, c'est ce qu'on attendait qu'ils fassent la saison Bien dernière sûr. déjà par exemple. Et donc là, ça aurait du sens, mais est-ce qu'ils vont réussir à récupérer des trucs suffisants, enfin en tout cas ce qu'on jugerait nous suffisant pour Lavine, pour Vucevic, parce que là, effectivement, si tu me dis l'avenir c'est Josh Giddey et Matas Boutzelis, moi si les dirigeants ils nous disent voilà c'est ce tandem là, nous c'est notre truc, Patrick Williams éventuellement, admettons, parce qu'eux ils ont croire fort en Patrick Williams, mais il y a toujours là ces vétérans entre guillemets qui sont toujours là et qui rendent la situation difficilement lisible. Donc peut-être que j'aurais une lecture différente après la deadline si Lavine et Vucevic ont été tradés, mais ce front office est quand même curieux, quoi. Carly Ouais. Sovas et qui est à la tête avec lui de la franchise. Enfin, en gros, ceux qui sont arrivés en même temps et qui ont pris les décisions, la décision déjà de tenter ce trio-là, c'est Mark Eversley, voilà, je recherchais le nom, pardon. Est-ce qu'ils seront capables de faire ce qu'ils n'ont pas fait les dernières fois? Est-ce qu'ils seront capables de récupérer une contrepartie suffisante? Alors là, le départ de DeRozan, la contrepartie, elle paraît faible, mais ça veut peut-être dire qu'ils sont enfin capables, qu'ils sont enfin prêts à tourner la page et à repartir sur quelque chose, sur des saisons de transition. Mais là, ils démarrent la saison avec un effectif qui te laisse dire qu'ils ont le cul entre deux chaises, quoi, tout simplement. C'est ça qui est compliqué. J'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire. Ouais, et si t'es fan des Bulls, tu dis, ça fait un moment qu'on est dans des saisons de clair. transition, à part la première année où leur trio a été assemblé, là où dès le départ on s'était dit, bon, bah ça fait une belle équipe de saison régulière, mais en playoff ça sera trop court. Derrière, il y a rien. Il y a eu, si quand même, l'émergence de Kobe White l'an dernier, bon, à voir si ça se confirme cette saison, mais je pense que c'était aussi un peu circonstanciel, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr que Kobe White puisse être ce type de joueur dans une équipe qui a d'autres ambitions, que celle d'accumuler les défaites et d'essayer d'aller choper un haut tour de draft. En tout cas, on verra l'année prochaine. Mais ouais, c'était aussi une des équipes auxquelles j'ai pensé tout de suite, Charles, comme toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est tous les ans maintenant, en fait. Les Bulls, on se demande à quel moment ils vont. Parce que il faudrait regarder, mais parmi les équipes un peu historiques, voilà, ça commence à traîner, hein, le retour au vrai premier plan, tu vois. Pas un frémissement, là, on a quand même envie de revoir les Bulls vraiment compétitifs, quoi. Parce que depuis le départ de Thibodeau, c'est compliqué, quoi. Ouais, et depuis, c'est ça. Depuis le trade de Jimmy Butler, hein, c'est pas pour Ouais. remettre un truc dessus, mais c'est depuis le moment où ils se sont dit ce mec-là n'est pas l'homme qu'il nous faut pour mener une franchise, ça a quand même été assez catastrophique. Écoute-moi, il y a une autre équipe, alors ça, pour le coup, je te l'avais dit quand on parlait du sujet, moi qui m'est venu en tête, c'est l'équipe du Jazz en fait, que je trouve vraiment intrigante, parce que partout il y a des néons qui clignotent en disant on veut choper Cooper Flag, c'est le franchise player parfait pour les Utah Jazz. C'est vrai que t'as l'impression qu'il a été, qu'il sort d'un laboratoire dans lequel ils se sont dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire un franchise player parfait pour le Jazz. Donc il y a, voilà, de ce côté-là tu te dis bon bah ça devrait être Tank City toute la saison, on essaie de perdre le plus grand nombre de matchs, et en fait quand tu regardes il y a déjà la prolongation quand même de Lauri Markkanen cet été là, qui fait que de toute façon il ne sera pas transférable si je me trompe pas, hein. Il est ça. à quelques jours près, c'est ça qui était, on en avait parlé dans un CQFR, mais il est intradable pour la saison à venir parce que la date à laquelle il a qu'il a signé sa prolongation, ça fait qu'il peut pas être tradé et que le moment auquel il pourrait être tradé, c'est après la deadline. Donc Markkanen sera un joueur du Jazz la saison prochaine. Il n'y a pas cette variable d'ajustement.
Voilà, exactement. Et en fait, quand tu regardes le roster, alors c'est pas un roster qui, c'est pas flamboyant. On est d'accord que ça sera pas dans la catégorie des contenders, mais c'est quand même un roster dans lequel il y a de la qualité, avec un excellent coach, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu, je sais pas si tu te rappelles, enfin la méthode Danny Ainge, mais les Celtics d'avant l'association des 2J, là, quand ils avaient Brad Stevens comme coach, qu'ils avaient du talent, mais c'était trop faible. Et puis l'idée, c'était quand même de pouvoir récupérer des hauts choix de draft. Sauf que j'ai l'impression que c'est quand même avec des talents forts qui sont au-dessus de ce qu'avait Boston à l'époque. Donc je suis pas sûr que ça leur permette d'aller choper justement Cooper Flagg ou vraiment un top prospect lors de la prochaine saison. Et je suis curieux de voir en fait vraiment comment ça va se passer, quels vont être les objectifs durant la saison, parce qu'en même temps, honnêtement, l'équipe elle est trop courte pour pouvoir espérer aussi briller, à même choper les playoffs. Je pense qu'ils seront quand même trop loin pour être dans cette catégorie-là, quoi. Ouais, mais depuis l'arrivée de Danny Ainge, moi je m'attends à ce qu'à un moment il y ait un mode full tanking auquel on aurait pu s'attendre, parce que il y a eu la perspective d'avoir Victor Wembanyama. Ils avaient démarré beaucoup trop fort pour être crédibles dans l'obtention du first pick. Là, il y a Cooper Flagg. Est-ce qu'ils vont encore nous refaire le coup? Ce serait assez fou, et je serais assez dérouté à la place de la fanbase, parce que même si en tankant, tu n'es pas assuré d'avoir le first pick, tu as quand même de bonnes chances en étant vraiment dans le bas du tableau. Et là, tu l'as dit sur l'effectif. Alors, sur l'effectif global, c'est surtout jeune. Il y a des très bons jeunes joueurs dans l'effectif. C'est clairement pas taillé pour jouer les playoffs. Par contre, si tu prends ne serait-ce que le 5, Markkanen, c'est un All-Star. John Collins, c'est pas All-Star, mais dans ses bonnes saisons et à son âge, c'est encore un joueur qui, à mon avis, est presque trop fort pour une équipe qui veut tanker. Hein. Il a été dans des équipes d'Atlanta qui, si je dis pas de bêtises, n'ont jamais été en mode tanking, ont quasiment toujours disputé les playoffs. Autour, Keyonte George, ça a été un des meilleurs rookies de la saison dernière. Colin Sexton, lui aussi, il est sur une phase plutôt ascendante. Il n'y a que sur le poste 5 où c'est un peu curieux. La saison dernière, Walker Kessler, qui avait l'air d'être l'un des meilleurs jeunes big men de la ligue, qui s'est retrouvé un peu hors de la rotation, mais on va voir ce qu'il en est cette année. Mais sur le papier, quand je vois l'effectif et le 5 potentiel, je me dis pas, ah ouais, c'est bon, c'est bottom 3 dans toute la ligue, et c'est sûr qu'ils auront l'un des meilleurs picks de la draft. Donc c'est pareil, est-ce qu'ils vont Cooper Flagg, tu l'as dit, c'est-à-dire que ça a l'air tellement parfait, il a le profil pour. Dans les comparaisons de joueurs même, et on le fait à juste titre, hein, je dis même pas ça pour la blague, mais on le compare à un Andrei Kirilenko survitaminé, et Kirilenko, ça a été un très bon joueur au Jazz. Il y a plein de choses qui font que Flagg devrait être visé par une équipe comme le Jazz. Et là, le fait de ne pas pouvoir trader Markkanen, qui est, je le répète, un All-Star, c'est un excellent joueur, c'est un type qui t'assure des points, qui t'assure des rebonds, qui te fait gagner des matchs, parce qu'il a aussi il a un côté clutch qu'on a vu depuis le début de sa carrière. Je comprends, j'ai du mal à comprendre le timing de sa prolongation. S'il avait été prolongé avant et qu'il y avait la possibilité de le trader avant la deadline, je me serais dit, bon, ils ont raison, ils vont commencer la saison comme ça. En cours de route, ils vont voir qui est le plus offrant, et ils vont bazarder la deuxième partie de saison. Mais là, ils peuvent pas, à moins de faire un faux certificat médical à Markkanen en cours de route. Voilà, eux aussi, et je suis totalement d'accord avec toi, ils me déroutent, parce que je m'attendais vraiment, après je sais pas si c'est un fail, l'avenir nous le dira, mais le fait de ne pas avoir pu prendre Wembanyama, de ne pas avoir été dans la discussion, ils ont fait une super saison cette année-là, ils ont vraiment démarré fort, ils n'étaient pas loin du play-in. Est-ce qu'ils vont refaire la même erreur, si tant est que c'est une erreur? Ils ont l'air d'être partis pour croire en leur chance, avec un coach qui fait gagner des matchs, alors Danny Ainge n'a pas un historique de vrai tanking sale et méchant, mais est-ce que ce serait pas le moment de le faire, quoi, Cooper Flagg? Enfin bon, bref. Non, mais c'est une bonne question, parce qu'en fait, cette équipe, elle est un peu à l'image de Lauri Markkanen, en fait. Parce que Utah s'est retrouvé coincé, parce que je pense que finalement, Markkanen était trop fort pour que tu puisses te dire, c'est pas grave, on le bazarde, en fait. Parce qu'il est vraiment à la limite entre les joueurs que tu trouves pas si facilement, et quand t'en as un, mieux vaut que tu le gardes, parce que c'est dur de les faire venir, a fortiori quand tu t'appelles Utah. Voilà, on le sait très bien, c'est un marché qui n'attire jamais les free agents, jamais, quoi. J'ai l'impression que la dernière fois qu'ils ont chopé un free agent comme ça devait être Carlos Boozer, quand il a dit merci les Cavs, mais à la prochaine, et qui trace, tu vois. Donc... J'allais te dire, à moitié pour la blague, est-ce qu'ils veulent pas encore attendre un an, parce qu'ils attendent le fils de Carlos Boozer, qui va être un top pick, logiquement l'un des fils de Boozer qui a annoncé très fort. Est-ce qu'ils veulent pas juste ce gars-là, et
Bref, je suis un peu dérouté. Tu as raison, c'est pas un marché qui attire historiquement et ça va pas le devenir. Il n'y a aucune raison que ça le devienne. Donc ils ont besoin de se construire autrement par la draft, quoi. Par la draft, et là, il n'y a pas que Cooper Flag, attention, hein, dans la saison, c'est une cuvée qui a des talents solides, mais Flag a l'air d'être de la catégorie des, je sais, on galvaude un peu le terme, les fameux talents générationnels, mais en tout cas pour les joueurs américains, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un joueur aussi polyvalent et avec autant de qualité et de potentiel. Donc ne même pas se donner la chance de pouvoir le drafter, c'est parce qu'il y a des équipes qui se cachent pas du tout, hein, et dont on sait qu'elles sont vraiment dans le bas du classement, tu vois. Et le Jazz, je sais pas. Alors c'est sympa. Moi, d'un côté, c'est toujours très sympa de voir une équipe surperformer, comme c'était le cas du Jazz l'année avant Wembanyama. On s'est dit, c'était improbable, des mecs qui se retrouvaient ensemble en mode mercenaire ou en mode transition et qui se sont dit, bah tiens, pour faire chier tout le monde, on va devenir bon. Moi, c'était un peu comme ça, hein, et ils jouaient bien au basket avec Will Hardy, et c'est sympa comme histoire, tu vois, à suivre. Mais t'es la place des fans, tu te dis, mais il n'y a aucune perspective de redevenir vraiment bon, en fait. Ouais, ça va vraiment être intéressant à suivre. Je regarde un petit peu à nouveau le roster. Ils ont rajouté qui Drew Eubanks cet été, donc un big man de qualité. Patty Mills aussi, qui fait toujours le taf. Hein. Si tu le mets sur le terrain, il va produire. Bon, ça va être intéressant à suivre. Je sais pas, toi, s'il y avait donc d'autres équipes sur ta liste, là, parmi celles que tu avais du mal à lire. Ouais, il y en a quelques-unes. Moi, c'est vrai que c'est surtout, je me suis aperçu que c'était surtout dans la conférence Est, mais dans ce même profil un peu d'équipe que j'estime pas assez faible pour vraiment tanker, sauf évidemment blessure des joueurs majeurs, hein, ça change tout dans une saison, Bien mais sûr, ouais. si on part du principe qu'ils n'ont pas vraiment de joueurs blessés, une équipe qui est pour moi pas assez faible pour tanker et pas assez forte pour vraiment viser quelque chose, c'est Toronto. Enfin, Toronto, quand je regarde le 5, donc ils ont fait des moves, ils ont vraiment commencé à bouger. Il y a toujours Scottie Barnes, il y a RJ Barrett, Emmanuel Quickley qui pour moi c'était quand même un membre intéressant de la rotation des Knicks. Je dis pas que c'est un des meilleurs meneurs de la ligue, hein, mais Scottie Barnes qui est quand même un joueur fort, RJ Barrett qui a montré déjà avec les Raptors et même avec les Knicks quelque part, même si certains l'ont trouvé décevant, c'est pas un joueur, c'est pas un mauvais joueur. Autour, bon, le secteur intérieur laisse peut-être un peu à désirer, mais pour moi, c'est bien moins faible que Washington ou Détroit et d'autres équipes. Du coup, c'est quoi le projet? Cooper Flag, ça semble hors d'atteinte si tu joues avec cette équipe-là. Est-ce que Scottie Barnes, c'est assez fort pour être un franchise player? J'en suis personnellement pas convaincu, même s'il a vraiment beaucoup de talent. Donc voilà, pareil, c'est pas assez faible pour tanker, c'est pas assez fort pour venir embêter les équipes qui visent vraiment quelque chose à l'Est. Donc c'est quoi le projet, quoi? Ouais, puis tu parlais de Emmanuel Quickley, il a quand même re-signé pour 5 ans et 163 millions de dollars. Alors moi j'aime bien Emmanuel Quickley, hein, c'est pas la question, mais j'étais un petit peu étonné quand même du montant du contrat. Effectivement, alors, comment dire, du côté positif pour Toronto, je pense qu'il y a quand même... Leurs stars leurs jeunes sont vraiment des jeunes à potentiel, je trouve. Je trouve que finalement, tu sais, RJ Barrett, on se disait toujours quand il était à New York, il a toujours pas passé le cap, on attend toujours qu'il passe un cap, etc. Je l'ai trouvé vraiment très bon avec la fin de saison qu'il a fait à Toronto. J'ai l'impression que peut-être que ne plus avoir cette pression new-yorkaise jour après jour sur les épaules, c'est ce qu'il lui fallait en fait, pour qu'on puisse arrêter d'attendre plus et regarder ce qu'il fait déjà bien. C'est un joueur NBA solide. Il a été excellent encore cet été d'ailleurs aux Jeux Olympiques. Il a été très bon. Mais c'est vrai que c'est vraiment dur de comprendre la direction donnée par la franchise depuis déjà l'an dernier. Moi, je continue de penser que Scottie Barnes a énormément progressé l'an dernier. Voilà, on avait parlé de sa prolongation de contrat. Moi, je la comprends en fait. Je pense que si tu mises sur... on sait aussi, voilà, Toronto, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'Utah, mais c'est aussi très dur de faire venir des free agents à Toronto parce que les impôts sont plus hauts, les impôts sont plus hauts qu'aux États-Unis, parce que c'est loin de la plupart des grandes villes dont sont issus les joueurs NBA. Donc ça, je le comprends. Le seul truc que je me dis... Ça reste la conférence Est, on va pas refaire encore un truc en disant la conférence Est est vraiment faible, donc c'est plus facile de grimper, mais c'est vrai que c'est quand même une conférence où passer la 5e place, c'est plus facile de regrimper un petit peu, mais c'est vrai que la ligne directrice est vraiment pas très claire, et j'étais hyper étonné en fait de la manière dont finalement Masai Ujiri a commencé à trader ou à laisser partir certaines des pièces qui formaient l'effectif, avec certains joueurs qui sont partis sans aucune contrepartie d'ailleurs. Je suis assez étonné de tout ça, quoi. Mais alors après,
pour être moins, je suis quand même moins interloqué que pour Chicago, par exemple, parce Ouais. qu'il y a un scénario où, alors moi, pour l'instant, c'est pas ma vision des choses, mais où Scottie Barnes est plus qu'un All-Star. Alors pour l'instant, le terme que je vais utiliser peut paraître très négatif, mais il est All-Star. Il n'est pas All-Star indiscutable. J'allais dire au rabais, c'est pas le bon terme, mais il n'est pas automatiquement All-Star. C'est pas un mec dont on se dit bah, évidemment que c'est un All-Star. C'est un jeune All-Star. C'est un mec qui est en train de chercher son statut dans la ligue. Si ce mec-là est un vrai franchise player qui continue de se développer, comme on a vu qu'il était capable de se développer, et qu'autour RJ Barrett et son lieutenant, que le reste de l'équipe, ça clique bien, et il y a un chemin, effectivement, vu que c'est dans la conférence Est, pour que les Raptors fassent les playoffs ou le play-in, ce qui serait déjà pas mal, et ce qui est une façon de faire les choses qui est intéressante. Dans le projet, tu développes tes jeunes et en plus, tu leur donnes de l'expérience en leur faisant jouer les playoffs. Il faut pour ça qu'Emmanuel Quickley continue de progresser. Je trouve qu'il l'a fait et je trouve qu'il a été vraiment solide aussi pour ses premiers mois avec Toronto. Mais par exemple, pour le secteur intérieur, je le trouve un peu faible pour jouer les playoffs, même à l'Est. Tu vois. Là, dans le 5 qui est projeté, on imagine que Kelly Olynyk et Jakob Poeltl vont être titulaires. Est-ce que ça va être ça, par exemple? J'ai l'impression que c'est un peu faible, quoi. Donc, il y a quand même un chemin pour que les Raptors fassent le play-in, ce qui serait déjà pas mal. Mais pour ça, il faut que Scottie Barnes soit plus que juste... Il faut que ce soit un All-Star incontournable et qu'on se dise, ouais, bon, ils ont vraiment bien fait de lui filer ce contrat, c'est leur gars. C'est le gars qui est là pour les années à venir. Il n'y a personne qui va lui contester les statuts de franchise player, c'est vraiment leur gars. Et c'est possible. Je dis juste que pour l'instant, je suis interloqué par leur situation parce que je ne suis pas encore convaincu de ça de la part de Barnes. Voilà. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Vu le contrat qu'ils lui ont offert, c'est exactement ça qu'ils lui ont. C'est ça qu'ils lui ont dit. C'est ça qu'ils ont dit à Scottie Barnes et à son agent. C'est notre gars, on va construire autour de toi, on va te filer toute la thune, c'est toi qui vas être le patron de l'équipe. Encore une fois, ce qui est intéressant avec Scottie Barnes, c'est que je trouve qu'effectivement, même si dans sa deuxième saison, il a eu un petit peu une petite... c'est pas une baisse en fait, c'est que sa progression était moins fulgurante que lors de sa saison rookie. L'an dernier, j'ai trouvé qu'il avait encore passé un cap dans le playmaking. Il a passé un cap clairement dans l'adresse à 3 points, l'adresse de loin. Donc je pense qu'il y a de quoi être optimiste autour de ce que ce joueur va pouvoir t'apporter sur le long terme. Même si là, à court terme, c'est vrai que c'est dur de voir un petit peu la direction. Il y a une autre équipe, moi, à laquelle j'ai pensé, Shai. Alors, allez... Là, tu vas pouvoir me dire si c'est moi qui suis, intrinsèquement alors c'est pas un hater, mais je vais dire un douteur. Je vais dire un douteur. Un douteur. Voilà, je suis un douteur. Ouais. C'est cette équipe des Charlotte Hornets, en fait. Parce que quand je regarde le roster, il y a plein de talents. Vraiment, ça a plein de talents. Et pour autant, j'arrive pas à me dire c'est une équipe qui va peser dans la conférence Est. Et pourtant, il y a pas de raison. Du talent, il y en a plein. LaMelo Ball, Brandon Miller qui m'a vraiment impressionné l'an dernier. On n'a quasiment pas parlé dans la course au rookie de l'année, mais il a fait vraiment une bonne saison, surtout vu le bazar qu'il y avait dans la franchise. Miles Bridges qui a fait un bon retour sur le terrain. Ouais. Ça s'arrêtera là-dessus. Grant Williams qui arrive en cours de saison. Mark Williams, alors, pour le coup, qui était moins bon l'an dernier que l'année précédente. Il y a l'arrivée de Vassiliy Micic qui était intéressante, j'ai trouvé. On l'a vu enfin pouvoir faire des choses. Josh Green qui vient de Dallas, que j'adore. Moi, j'adore ce joueur qui est vraiment un joueur d'impact. Cody Martin, donc le jumeau de Caleb Martin pour ceux qui ont oublié. Seth Curry. Bref, il y a Treman. Bref, il y a du talent en fait dans cette équipe. Mais j'ai vraiment... Alors, c'est pas pour dire que je comprends pas la direction du club, pour le coup, mais j'ai du mal à savoir à quoi m'attendre, en fait. Ouais. Moi, je les ai pas mis dans mes équipes, les équipes qui m'interloquaient, entre guillemets, parce que je vois ce qu'ils veulent faire et j'ai l'impression que s'ils cochent les cases qui sont importantes pour eux, ils vont atteindre cet objectif. C'est-à-dire, pour moi, l'objectif, ça doit être de viser le play-in, c'est-à-dire d'être dans les 10 premiers. Et ça, pour y arriver, il faut que LaMelo Ball mette de l'adamantium dans ses chevilles et arrête de se tordre les chevilles toutes les 3 secondes, parce que quand il est là, c'est un joueur de calibre All-Star, c'est un très bon playmaker. On a vu sur les saisons où il a été là, ou les saisons sur lesquelles il était bon. C'est un joueur qui m'a beaucoup surpris et qui, à mon avis, sera le meneur titulaire d'une équipe en playoff, déjà. Donc si LaMelo Ball ne se blesse pas, le reste autour, moi, l'équipe, elle me plaît bien. Il y a eu un changement de coach. Charles Lee, qui est un très très bon professionnel, qui est très apprécié dans le milieu, qui va faire ses débuts comme head coach. Je pense que ça, c'est une très bonne chose pour eux. Et autour, pour moi, il y a du beau monde, en fait. Tu as cité les joueurs. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément même des joueurs qui ont besoin de beaucoup de développement.
Miles Bridges, bah bon, il est là, donc voilà. On accepte le fait qu'il est là maintenant et sur le terrain, il est très 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 bon. Mark Williams, il a été pas mal blessé, il a enchaîné les périodes où il jouait pas, mais je pense aussi que c'est un pivot qui peut être un pivot titulaire en NBA. Et tu as raison de parler de Brandon Miller Moi aussi, j'étais très sceptique sur Brandon Miller au début quand il est arrivé en NBA. Bah, t'étais pas le seul, hein, au moment où il est drafté. Tout le monde s'était foutu de la gueule des Hornets en disant ils ont pas pris Scooter, Scoot Henderson. exactement, Scoot Anderson. Donc on était tous, enfin moi aussi j'étais dans le doute aussi, quoi. Voilà. On a été biaisé, je pense, par l'extra sportif qui était quand même un peu inquiétant, hein, on va pas se mentir. Et après, il y a le fait que Scoot Henderson a eu cette saison compliquée aussi. On verra par la suite, hein, on verra qui avait vraiment raison. Mais c'est sûr que pour la première saison, Miller a été super complet. Pas de vague en dehors du terrain. Je veux dire, c'était. Donc, si c'est vraiment bien ce joueur-là, ils ont une base qui est extrêmement intéressante et qui. Alors, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent qualif direct pour les playoffs, on n'en est pas là. Hein. Mais avec les quelques joueurs d'expérience qu'ils ont, Grant Williams, tu parlais de Josh Green, moi aussi, j'aime beaucoup et je pense que ce n'est pas un joueur qui est là juste pour tanker. Il va être là aussi pour apporter des choses. Il a vécu des choses, même si ça ne fait pas tant de temps que ça qu'il est en NBA. Pour moi, c'est une équipe qui aurait raison de viser la 9e ou 10e place et qui a les moyens d'y arriver. Donc, après, ça peut vite partir en cacahuète si la Melo a du mal à rester en bonne santé. S'il y a de l'extra sportif qui rejaillit sur l'équipe, ça aussi, ça peut très bien arriver parce qu'il y a quand même des dossiers assez particuliers dans ce groupe-là. Mais je vois ce qu'ils veulent faire et je suis pas. Comment dire ? Ouais, je me dis pas, je suis pas totalement dans l'interrogation quand je les regarde. Je me dis, mais est-ce qu'ils pensent être une équipe de playoff ? Est-ce qu'ils veulent tanker ? Pour moi, ils sont pas sur le tanking. Ils ont passé ce stade-là. Ils ont eu Brandon Miller, dont ils estiment, à mon avis, que ça va être l'un de leurs cadres pour les années à venir. Ils ont déjà leur star, la Melo Ball. S'ils peuvent faire venir d'autres joueurs après, ils s'en priveront pas. Mais pour moi, ils ont déjà l'espèce de noyau dur dont ils rêvent pour la suite. Après, ils feront peut-être des trades pour faire venir des joueurs plus forts, mais donc voilà, là-dessus, mais par contre, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire aussi. Hein. C'est juste que voilà, moi, j'ai choisi le scénario où ça se passe bien et je vois le chemin jusqu'à une place en play-in, en fait. Ouais, c'est ça, parce que comme toi, c'est sûr que c'est l'objectif, c'est pas de tanking, et c'est sûr que l'objectif, c'est de gagner des matchs. C'est juste que j'ai du mal à. Et tu vois, même je te pose la question honnêtement, parce que j'arrive pas à savoir objectivement ce qui fait que j'ai autant de doutes autour de cette équipe. En y réfléchissant un peu plus, je pense quand même qu'il y a une question autour du leadership. Ouais. Qui va être le directeur le boss de l'équipe? Est-ce que ça va être le coach? Ce qui est possible, hein, avec des équipes jeunes, il y a des entraîneurs qui savent prendre un groupe avec eux, et même s'il n'y a pas de vétérans vraiment, tu vois, de prendre ce rôle-là. Est-ce que ça peut être Grant Williams? Quand je regarde le roster, c'est sûr que lui, il va ouvrir sa bouche, de toute façon. Donc, tu vois, et c'est sûr qu'il va vouloir prendre ce rôle. Que ça soit comment dire, que ça soit une bonne chose ou pas pour Charlotte. Et j'ai même pas parlé de Tidiane Salan, bien sûr, dont on a envie qu'il performe, d'autant qu'il y a aussi Moussa Diabaté qui a signé un two-way contract avec Charlotte cet été. Donc on a envie aussi en tant que Français que cette équipe aille quelque part. J'ai du mal à les voir, en fait. C'est simplement, j'ai du mal à me projeter sur les résultats effectifs de l'équipe. Le leadership, c'est une vraie question. C'est pour ça que je mentionnais Charles Lee, parce que alors je me base sur ce que j'ai vu, sur ce qui se dit de lui, parce que c'est pas un mec qui a été très exposé médiatiquement jusque-là, mais il y a eu beaucoup de vidéos qu'on tournait sur des séances d'entraînement où tu le vois communiquer avec des gens. Il y a pas mal d'interviews vu que c'est un nouveau coach. J'ai un bon feeling à son sujet, en fait. Je pense que tu le disais, parfois c'est le coach qui est le boss. J'ai l'impression que lui, ça va être le coach qui va leur faire passer un cap. Et il y a du boulot parce qu'il y a quand même quelques têtes brûlées là-dedans, hein, entre la Melo Ball, Miles Bridges, même Brandon Miller. Voilà, il y a du boulot et il n'y a pas de leader naturel qui semble se dégager. Sur le terrain, la Melo, je pense que c'est plutôt un leader, hein, c'est plutôt un playmaker qui implique tout le monde, mais en dehors, ça reste à démontrer. Je pense que je place peut-être beaucoup d'espoir en Charles Lee. C'est peut-être ça qui fait que je suis plus confiant que toi à ce sujet. Mais si lui n'arrive pas à avoir la main sur son groupe et à faire ce qu'il a envie de faire avec, là, on peut vite aller vers l'accident et vers un autre type de questionnement sur les Hornets. Bon, on verra. En tout cas, encore une fois, pour Tidiane Salan, on espère que déjà qu'il sera sur le terrain et qu'il aura l'occasion de montrer l'étendue de son potentiel. Quelle autre équipe t'avais en tête, Shai? Il me reste encore une équipe. Alors, ça va peut-être surprendre parce que c'est une équipe qui a plutôt de bons accomplissements en playoff récemment, qui n'a pas changé grand-chose dans son équipe dont je pense que beaucoup de gens attendent à nouveau un bon parcours en playoff et tout. J'ai choisi les Cavs. Je sais que ça peut paraître bizarre. Les Cavs ont
vont avoir quasiment la même équipe que l'année dernière. Le 5 qui est projeté, c'est le même. Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Truss, Evan Mobley, Jarrett Allen. Plein de joueurs que j'aime bien. Une équipe dont j'ai beaucoup aimé, alors pas les playoffs, mais la saison 2 ans. Je sais, c'est très précis, mais quand je voyais cette équipe, je me disais, ils vont tout casser à un moment, ça va être l'équipe à suivre à l'Est. Et depuis, j'en suis un peu revenu. Et j'ai l'impression qu'il y a des questions et des interrogations qui n'ont pas été traitées. Il y a le coach, ça a changé. C'est maintenant Kenny Atkinson n'est plus là. Mais tu vois, ce qui me pose question, c'est que le seul truc qui a changé, c'est le coach. Et qu'ils se sont dit, bon, bah, toute l'articulation, les joueurs, la dynamique, voilà, le personnel qu'on a, c'est suffisant. C'était juste le coach le problème. Maintenant, avec Atkinson, tout va bien se passer. Et Bickerstaff était le seul responsable. Alors pour moi, il y a d'autres interrogations en fait. Et du coup, je ne sais pas s'ils ont les moyens de leurs ambitions, si en ne changeant rien comme ils l'ont fait, rien ou presque rien, est-ce que ça suffit pour faire mieux que ce qu'ils ont fait en play-off récemment, c'est-à-dire des demi-finales de conférence, un premier tour où ils ont été balayés par les Knicks. C'est même un euphémisme tellement ils se sont fait rouler dessus. Voilà, je sais pas. Il y a la question autour de Darius Garland qui lui-même avait l'air de manifester une sorte de, pas de mal-être, mais on le sent pas spécialement épanoui, alors que c'est quand même un garçon qui a du talent, qui a été All-Star. Il y a Donovan Mitchell qui avait des doutes un peu, finalement, qui est toujours là. La raquette, Evan Mobley, Jarrett Allen, on ne sait pas trop. Les joueurs sont les mêmes, avec un peu plus d'expérience, certes. Le coach a changé, et je pense que c'est une upgrade d'avoir Kenny Atkinson. Mais du coup, je sais quand même pas. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une équipe qui est capable de continuer à jouer les premiers rôles à l'Est et d'avoir les moyens de ses ambitions sans avoir rien changé d'autre que le coach? Et j'avoue que je suis un petit peu inquiet de ce point de vue-là. Ouais, c'est marrant parce que pour le coup, moi, c'est pas du tout une équipe sur laquelle je me pose de questions. Après, voilà, de nous trois, avec Antoine, toi et moi, je pense que j'ai été le plus optimiste autour de cette équipe de Cleveland depuis un an et demi. Moi, je pense effectivement que ça marchait pas avec le coach. Je trouve que cette équipe, elle est quand même talentueuse. Elle est bien équilibrée, en fait. Relativement bien équilibrée, je vais y venir. Mais il y a du talent partout, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a pas de boulets en fait. J'ai confiance moi quand je me rappelle de ce que Kenny Atkinson avait su créer du côté de Brooklyn. J'ai trouvé ça vraiment intéressant en termes d'état d'esprit et dans le jeu. Et je pense que c'est là-dessus qu'il a été recruté. Donc je m'attends vraiment à ce que ça fasse quand même une différence. Ouais. Pour trouver les bons ajustements. Moi, la limite, effectivement, que je trouve à cette équipe, malgré tout, c'est au bout du compte, c'est le backcourt. Et c'est pas que... Comment dire? Tu vois, finalement, je comprends pas trop pourquoi Darius Garland voudrait partir. Il a ses minutes, il est All-Star avec Cleveland, il a un rôle important. C'est juste que je trouve qu'effectivement, moi, je le trouve pas tout à fait au niveau en fait pour que cette équipe de Cleveland puisse passer le cap qu'elle semble vouloir passer. Je le trouve trop petit en défense. L'an dernier en playoff, c'était assez il a fait des playoffs catastrophiques. Je veux bien croire que ça soit pas ça à son niveau et que voilà, on peut aussi passer à côté de mauvais playoffs, mais il a vraiment pas été bon à mon sens. Alors que dans le même temps, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs de Donovan Mitchell. Je sais que c'est pas un joueur, c'est pas le joueur parfait. Mais par contre, je trouve qu'il a encore montré, une fois encore en play-off l'an dernier, que c'était à son poste, c'est un des meilleurs de la ligue en fait. Il y a sur son poste, deuxième arrière, tu dois gagner un match de play-off, tu veux avoir un joueur comme Donovan Mitchell qui peut prendre feu s'il y a besoin, qui peut te sortir de situations dans lesquelles tu es coincé, là, comme c'était le cas parfois dans la série face à Orlando, que moi j'ai bien aimé, même si le niveau de jeu n'était pas dingue au bout du compte, mais j'ai trouvé que la série était cool. Et je pense que voilà, Donovan Mitchell, finalement, en fait, la problématique de Cleveland, c'est que si tu dis, bah non, on veut garder le meilleur joueur, c'est Donovan Mitchell. Si tu dis, bah non, on veut garder le plus jeune des deux, bah non, c'est Darius Garland. Et donc, voilà, je pense que en faisant venir un nouveau coach, tu te donnes 6 mois, en fait, je pense, tu vois, une demi-saison en tout cas, pour évaluer le potentiel maximum de ton équipe et voir s'il faut que tu fasses des changements plus drastiques. Parce qu'effectivement, telle qu'elle est construite, je trouve que c'est une bonne équipe de basket, c'est une belle équipe de basket qui peut faire une belle saison régulière, qui peut passer un tour de play-off à coup sûr, deux peut-être sur un exploit, mais ça je suis pas sûr de le voir. Par contre tu vises pas le titre, ça c'est clair que telle qu'elle est construite, parce qu'il y a quand même deux problèmes. Est-ce que vraiment tu peux faire jouer Evan Mobley et Jarrett Allen? Est-ce que vraiment tu peux avoir un backcourt aussi petit et peu impactant en défense que quand tu as Donovan Mitchell et Darius Garland? Je pense que la réponse est non dans les deux cas si tu veux jouer le titre. Mais par
contre, c'est des joueurs qui ont de la valeur. Jarrett Allen, c'est un excellent joueur de basket. Si c'est lui dont tu dis, bon, on va garder Evan Mobley parce qu'on pense que son potentiel est plus, et on va trader Jarrett Allen, c'est un joueur qui a une vraie valeur sur le marché. Même chose pour Darius Garland. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense que là, en l'état, l'objectif, c'est de voir le niveau maximum potentiel de cette équipe, gagner le plus de matchs possible avec cette équipe. Donc voilà, et moi je suis confiant dans le fait que malgré tout, tu vois, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison régulière. Je serais vraiment étonné que les Cavs se plantent cette saison. En fait, je m'attendais, si j'ai pensé comme ça, je pense que c'est parce que je m'attendais à ce que ça bouge, je pense. Je m'attendais à ce qu'il y ait déjà des moves. Tu as raison, ils ont la possibilité de les faire plus tard si ça ne fonctionne pas. C'est pas une équipe qui a le couteau sous la gorge et qui aurait dû absolument trader cet été. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a vu les limites de cette équipe déjà, telle qu'elle a été construite ces dernières années. Même avec l'arrivée de Kenny Atkinson, qui est une progression, je les vois pas faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Et du coup, peut-être que je suis impatient et que je me dis que je comprends pas qu'ils aient attendu autant pour tenter un plus gros trade. Ou pour moi, la base de cette équipe, et après, c'est peut-être pas l'opinion la plus populaire, hein, mais pour l'instant, moi, je construirais vraiment, vraiment, vraiment autour d'Evan Mobley. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Atkinson a dit qu'il allait justement essayer de plus donner le ballon à Mobley en attaque, parce qu'on n'a pas pu le voir progresser vraiment là-dessus. C'est déjà un super joueur en défense, mais je suis sûr qu'il peut être plus que ce qu'on a déjà vu. Et je me suis toujours dit qu'avec l'équipe telle qu'elle était construite maintenant, ce sera peut-être compliqué pour qu'on voit ça. Donc, peut-être que Kenny Atkinson va me donner tort et va trouver une formule qui fonctionne super bien, où Donovan Mitchell reste lui-même en étant un leader offensif, où Darius Garland sont un peu mieux, où Evan Mobley est plus impliqué en attaque, et peut-être que ce sera super, parce que je le répète, c'est une équipe que j'aime bien. Bon, j'aime bien les joueurs. C'est juste que là, en l'état actuel, je ne les vois pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Et du coup, ces situations d'impasse un peu, ou que j'entrevois pour eux, pour moi, normalement, ça nécessite des mouvements, et il y a des équipes qui sont plus pressées que d'autres, et les Cavs n'ont pas montré de l'empressement. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison, qu'il y aura que le tableau va s'ouvrir à l'Est comme ça a été ouvert à un moment l'an dernier. Pas oublier que s'ils sont allés là jusque-là, c'est aussi parce que le tableau s'est ouvert. Mais à mon avis, on est plus sur une année où ça va être beaucoup plus compliqué de passer 1 voire 2 tours. Et c'est pour ça que je pense que j'étais un peu sceptique, que je suis un peu sceptique à leur sujet, tout en appréciant l'équipe qui est sur le papier. Mais tu as raison de parler d'Evan Mobley. De toute façon, moi aussi, j'adore ce joueur. Mais c'est même pas simplement que... En fait, c'est si cette équipe va aller plus loin, il faut qu'il passe un cap en attaque. En fait, effectivement, qu'il y ait un coach qui arrive à trouver une forme de jeu qui fait qu'il aura la balle entre les mains. Ce qui était intéressant dans ces playoffs avec la blessure de Jarrett Allen, c'est qu'il a été obligé d'être plus impliqué. Il a été bien plus agressif qu'il ne l'a été par le passé, parce que je pense que c'est pas non plus un joueur dont c'est le tempérament. Tu vois, moi vraiment, à chaque fois quand je le vois jouer, le joueur auquel il me fait penser instantanément, c'est toujours Chris Bosh, en fait, dans l'attitude physique, dans la capacité à venir de loin, écarter le jeu un petit peu, mais et je vais pas utiliser, c'est pas le terme soft du tout, en fait, même pour Chris Bosh, à qui on a beaucoup collé cette étiquette, je pense qu'elle était injuste, mais je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément une volonté de domination individuelle, mais qui à un moment quand même, il faut que tu te fasses violence, en fait, si tu veux que ton équipe puisse passer un cap, et j'espère vraiment que dans le système offensif qui sera présenté par Kenny Atkinson, il sera plus responsabilisé, Evan Mobley, et qu'il aura même quelque part l'obligation, en fait, d'être plus impactant en attaque, parce qu'il y a aussi des choses où on l'a vu, hein, il est pas... C'est un joueur qui s'est bâti avant tout sur la défense. Finalement, sa première saison, on a été surpris par ses qualités offensives parce que personne ne l'attendait là-dessus. Mais maintenant, ça demande de la répétition, ça demande de la confirmation, et il faut qu'il passe un cap là-dessus. Et encore une fois, je reviens au cas de Kenny Atkinson. Je pense que c'est le bon type de coach pour faire ce genre de choses, d'autant qu'il a 2 joueurs là, dans cette équipe qu'il a déjà eu, Caris LeVert et Jarrett Allen, donc il n'arrivera pas non plus en terrain inconnu, avec des joueurs quand même qui sont importants dans le vestiaire, je pense, et dans le roster pour l'appuyer. Donc voilà, je suis plutôt, comment dire, enthousiaste, mais il y a du boulot. Par contre, c'est sûr qu'il y a du boulot, et effectivement, tu vois, dans l'idée d'une équipe... S'il devait y avoir des mouvements, je pense... quand tu as un joueur comme Donovan Mitchell, je pense qu'il faut que tu le gardes, en fait, parce que c'est trop dur d'avoir des joueurs comme ça. Et tu parlais du timing, la seule pression, enfin la principale pression, c'est quand même celle du contrat de Donovan Mitchell. C'est lui qui dicte un petit peu les choses malgré tout, quoi. Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à Evan Mobley, je pense que, tu vois, si on doit faire la comparaison avec Chris Bosh, alors c'est pas exactement les mêmes joueurs, hein. Chris Bosh était moins doué défensivement, plus fort offensivement, mais il y a quand même quelque chose au niveau du gabarit, de la façon, même c'est marrant, hein, même au niveau de gestuel, de la Ouais. façon de se déplacer, il y a quelque chose. Et si on part du principe que Chris Bosh, aujourd'hui, aurait été un joueur parfait pour la NBA de 2024, bah, je pense qu'Evan Mobley doit devenir un joueur majeur de la ligue aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'espère qu'avec Kenny Atkinson, ça se passera bien. Et là-dessus, je suis plutôt encouragé parce que j'ai entendu de lui. Donc, voilà, je suis peut-être trop impatient. Tu vois, je m'aperçois dans la discussion que je suis, même en étant, je suis beaucoup moins interloqué. Je reprends ce terme-là qu'avec les d'autres équipes qu'on a évoquées avant. Mais voilà, peut-être que j'espérais plus de mouvement alors que c'était peut-être pas la bonne décision et que Atkinson va trouver les bonnes solutions. Mais c'est une équipe sur laquelle je vais pas mal me concentrer en début de saison pour voir comment ça se passe au niveau de la dynamique avec Garland notamment. Voilà. C'est une équipe qui en tout cas m'intrigue beaucoup. Ouais, allez, moi j'en ai une autre. Ouais. Alors, c'est parce que vraiment, en fait, limite, c'est l'an prochain, j'arrive pas à savoir ce que ça va donner parce que l'année dernière, je m'explique pas que c'était aussi catastrophique. C'est tout simplement les Detroit Pistons. Parce qu'en Ah ouais. fait, là aussi, je regarde le roster et je me dis, il y a du talent. Mais déjà l'an dernier, en fait, même en pré-saison, je me sais plus si c'était, tu sais, dans nos prévisions qu'on fait sur Basket Session ou si c'était dans un podcast. Mais j'avais dit, ouais, attention à Détroit. Alors, pas comme contender, bien entendu, mais comme équipe, tu sais, poil à gratter qui va venir embêter des équipes. Ça n'a Peut-être pas que, du tout été le peut-être, cas. peut-être que tu voulais juste te dire attention, ils sont tellement mauvais qu'ils vont peut-être battre leur record de défaites consécutives en NBA. C'est Donc, ça, je voilà, m'étais c'est de- complètement fourvoyé. Euh, Là, je me dis, en fait, ils sont dans une situation où ils ont plein de jeunes Ouais. talentueux, mais en même temps, ils ont rajouté des joueurs, avec des gros CV. Enfin, des gros CV, des vétérans. Je veux dire, ils ont fait Ouais, venir ouais. Tobias Harris, par exemple, que tu vas payer euh, un certain tarif. Ouais. Donc, ils ont des joueurs comme ça dans le Team Hardaway Junior. Donc, des joueurs qui donc, sont censés encadrer et t'aider à passer un cap. Et en même temps, ça reste très jeune. Il y a plein de talents, hein. Kate Cunningham, qui fait quand même partie pour moi des joueurs dont j'ai vraiment énormément de mal à situer le plafond. Tu vois, entre Ouais. All-Star à répétition et mec où tu te diras tout le temps, hein, il était talentueux, mais il a jamais fait gagner une équipe. J'arrive toujours pas à savoir quel est son profil. Jaden Ivey, il y a du talent partout. Jalen Duren, que j'adore. Moi, j'adore ce joueur, vraiment, pour le Ouais. coup, je suis fan. Osar Thompson, où tu sais défensivement ce que c'est, mais offensivement, on sait toujours pas ce que c'est. La chose est vraie pour son frère aussi. Tu as Fontecchio, super joueur. Pareil, pour le coup un joueur qui doit te permettre d'avoir des résultats, de gagner Ouais. des matchs. Paul Reed, pareil, un mec qui a montré en playoff qu'il pouvait jouer, tenir sa place, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a JB Bickerstaff maintenant qui a repris, qui est passé de Cleveland à Détroit. Ouais. Et en fait, là encore, je suis incapable de te dire si Détroit va refaire le même type de saison catastrophique que l'an dernier. Alors, peut-être pas dans les mêmes proportions quand même. Ou si ça y est, ils ont changé le coach, Kate Cunningham va pas être blessé et ça va rouler, ils vont reprendre là où je pensais qu'ils en seraient l'an dernier. Moi, je pense que ils vont progresser. Je pense que le coach est beaucoup plus adapté à l'effectif qu'il a, c'est-à-dire que Monty Williams est un très bon coach NBA, mais qui était plus habitué, pas habitué ou plus habitué à avoir des rosters de jeunes à développer avec des ambitions forcément limitées par l'âge de ton roster et même la profondeur de ce roster-là. Ça a été un très très mauvais fit, comme ça arrive parfois, avec un contrat désastreux. Ils vont continuer de le payer jusqu'en 2060. Enfin, c'est une très très mauvaise décision. Par contre, là maintenant, Bickerstaff, avec les éventuelles limites qu'on lui a vues à Cleveland pour passer un cap, ça, ok, ça, je l'accepte. Par contre, c'est un très très bon développeur de talent et d'équipes qui doivent passer un cap. Et je pense que là, avec Détroit, c'est parfait. Je pense vraiment, je sais que tu considères qu'il a signé pour trop longtemps. Dans mon souvenir, on en avait discuté. Mais pour moi, là, je serais très surpris que ça se passe aussi mal. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont être dans la loterie, hein. Évidemment, pour moi, ils vont pas du tout faire le play-in. Ils ont des joueurs intéressants ici et là et ça va se développer. Mais je pense que ça sera une équipe qui est forcément en progression. Le bilan va être meilleur. Les joueurs, Kate Cunningham, je pense qu'il va passer un cap. Moi aussi, j'espère comme toi en apprendre un peu plus sur lui, savoir quel joueur c'est vraiment en NBA. Et les joueurs autour, on a vu malgré la saison cauchemardesque qu'ils ont vécue, on a vu
des étincelles chez certains. Ozar Thompson pour la défense, Jaden Ivey en attaque aussi, on a vu des choses. Jalen Duren, on a beaucoup aimé. Tout le monde a bien aimé Jalen Duren. Et autour, les joueurs qui ont été ramenés, les vétérans, enfin des joueurs avec un peu plus d'expérience, même Malik Beasley, il y a de quoi faire et je pense que ça va progresser. Je pense pas que ça va progresser au point d'aller jouer le play-in, mais je pense à peu près savoir à quelle équipe je vais voir sur le terrain tous les soirs. Une équipe qui aura peut-être moins de pression négative aussi autour d'elle, parce que le fait qu'il y ait Monty Williams, c'était une pression. C'est un mec qui avait fait des finales NBA 2 ans avant, au moment où il est arrivé. Là, je pense qu'il n'y aura plus la même pression. Tout le monde va au contraire s'attendre à un truc désastreux et ça va être plutôt, à mon avis, quelque chose, une équipe avec une trajectoire normale de progression, parce qu'il y a des joueurs jeunes, il y aura des erreurs, il y aura des bonnes phases. Et voilà. C'est pour ça que je suis pas trop dans l'expectative à leur sujet. Je serais par contre, s'ils sont catastrophiques et qu'ils refont des séries de 15-20 défaites, là je me dirais qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est peut-être la composition de l'équipe qui va pas, et que Cade Cunningham peut pas être ce joueur-là, qu'ils ont besoin de changer même de joueurs tout court sur lesquels miser et sur lesquels faire un noyau. En fait, tu sais, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure de Charlotte, où effectivement, tous les arguments que tu avances, ils sont vraiment ils sont justes. Ma raison me dit que voilà, ça va être comme ça, que ça va le faire. Et en même temps, finalement, l'an dernier, j'ai tellement pas compris pourquoi cette équipe était aussi mauvaise, parce que je continue de me dire qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit aussi catastrophique, cette équipe des Pistons l'an dernier, que du coup, je suis un petit peu frileux sans doute. En tout cas, il y a des joueurs, j'ai vraiment envie de les voir se développer, quoi. Jaden Ivey, il a un talent athlétique complètement dingue, t'as envie que ça devienne un joueur. Cade Cunningham, c'est un beau joueur, hein, vraiment, tu vois. J'ai envie de savoir aussi quel est son plein potentiel, ou du moins à quel type de carrière on peut lui prédire. Donc, voilà, je leur souhaite qu'une chose, en fait, c'est que la mayonnaise prenne et que ça soit une bonne équipe. Même Tobias Harris, tu vois, que j'ai gardé un fait pour ce joueur. Je sais qu'il était détesté par les fans des Sixers pendant tout son passage à Philly, mais bon, je trouve que c'est un bon gars et que c'est un joueur qui est bien pour une équipe comme ça qui veut passer, qui veut progresser, gagner en professionnalisme, etc. Donc voilà, donc j'attends de les voir sur le terrain, mais c'est vrai que de toute façon, tout va tourner autour de Cade Cunningham, quoi qu'il arrive, puisque ça reste la pièce maîtresse sur laquelle les Pistons ont parié. Pour l'instant, j'arrive toujours pas à savoir si ça sera un pari gagnant ou pas, mais en tout cas, je leur souhaite que ça marche. Je leur souhaite que ça marche, quoi. Ouais, moi aussi. Franchement, la saison dernière, c'était déprimant. Même Cunningham lui-même disait que c'était. De toute façon, dans l'histoire d'une équipe qui se construit de zéro ou presque, c'est jamais bon les saisons où tu bats des records de défaites. Ça met du temps et c'est rare que des joueurs qui ensemble ont perdu autant de matchs et ont été autant critiqués arrivent à remonter la pente et à devenir une équipe crédible à un moment. Donc si cette année c'est aussi désastreux, je pense vraiment que là il faudra penser à changer complètement de personnel, quoi. Ouais. J'ai une dernière équipe à te soumettre, Shai. Ok. Avec un scénario précis, parce qu'en fait sur le terrain, en coulisses, je sais exactement ce qu'ils veulent faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont une équipe qui est vraiment intéressante. Et pourtant, je me dis que tout est quand même déjà en place pour que ça puisse vriller. Ce sont tes Memphis Grizzlies. Ah là 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 là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être l'une des équipes dont tu sais l'écart entre le scénario tout se passe bien, où est-ce que ça t'emmène si tout se passe bien, et où est-ce que ça t'emmène si un truc se passe mal, c'est-à-dire que Ja Morant, pour une raison, quelle qu'elle soit, est pas sur le terrain. Et du coup, c'est hyper dur de faire une projection sur la saison à venir des Grizzlies. Je comprends. J'ai hésité à les mettre dedans. Mon affection pour cette équipe m'a poussé à choisir le positif, je pense, et à ne pas vouloir envisager le mauvais. Mais oui, je comprends totalement. C'est une équipe qui est très difficile à lire parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vraiment vue sous sa bonne version. Il y a eu du recrutement, il y a eu des choses qui ont un peu changé entre-temps. L'arrivée de Marcus Smart, par exemple. Mais cette équipe-là, avec Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., qui était franchement une des équipes qui grimpait en NBA avant les différents incidents et les blessures et autres. On ne sait pas si elle n'a pas laissé passer sa fenêtre de tir, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont bossé entre-temps. Il y a un passif maintenant, parce que qu'on le veuille ou non, Ja Morant, ce qui s'est passé, ça laisse des traces. Mais malgré ça, je me dis, j'ai envie de croire que Morant va revenir au niveau qu'était le sien, c'est-à-dire l'un des, je sais pas où classer, 10-15 meilleurs joueurs de la ligue si
s'il Ouais. est vraiment à son plein potentiel. Je pense que c'est un leader. Et autour, l'équipe, elle me semblait ultra solide, elle me semblait ultra bien coachée. Taylor Jenkins, c'est un très bon coach. Jaren Jackson Jr., j'ai pas aimé sa saison dernière particulièrement. Il a fait quelques cartons offensifs, mais ça m'a confirmé que ça pouvait pas être une première option dans tous les cas. Mais je pense que en tant que numéro 2 ou numéro 3 et dans un rôle de spécialiste défensif, il peut être très fort. J'adore Desmond Bane, tu le sais, et je pense que le voir dans cette équipe-là avec Marcus Smart autour, qui me paraît tout à fait adapté à ce que voulaient mettre en place les Grizzlies avant toutes ces... J'ai envie d'être optimiste en fait. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour revenir au moins dans les équipes qualifiées en playoff. Et à côté de ça, ils ont de la pression parce qu'ils sont attendus maintenant. On peut plus dire bon bah oui, il y a pas Morant, c'est une saison perdue. Non, là il y a l'équipe qui est en place et ils sont obligés presque maintenant d'être performants en fait. C'est ça qui est compliqué. Et tu as raison, il y a un écart entre. Enfin, si ça se passe pas bien, ça va tout de suite être dramatique et ils vont envisager des choses, des trades et tout parce qu'ils seront coincés. Mais à côté de ça, ça peut aussi être une équipe qui revient dans le même état d'esprit qu'elle était avant, c'est-à-dire un peu nous contre le reste du monde. On est capable de taper tout le monde en faisant un peu les bad guys. Alors Dylan Brooks n'est plus là, il peut plus servir de bouc émissaire. Mais non, mais je comprends. Attention, j'ai vraiment hésité à les mettre et j'ai manqué d'objectivité. Mais je pense que Memphis sera bien et sera. Je les imagine pas ne pas au moins faire le play-in l'année prochaine. Enfin, je serais très déçu en tout cas sinon. Ok, alors question subsidiaire, parce qu'effectivement je pense qu'il y a vraiment un scénario où ils font une très belle saison. Je pense qu'effectivement là il y a au moins momentanément il y a un train qui est passé, ils pourront pas raccrocher, je les vois pas se faire une place parmi les contenders à l'ouest, même dans le scénario idéal, enfin j'ai du mal à le voir. Mais par contre, si jamais le début de saison se passe mal, pour X raisons, ou si par exemple, le plus simple, c'est imaginons une blessure de Ja Morant, j'ose pas imaginer qu'il soit à nouveau suspendu pour. Je veux même pas entendre l'éventualité, ça serait vraiment trop dingue. Mais si ça se passe pas bien, combien de temps tu te dis non, on va quand même essayer de gagner des matchs, et combien de temps tu dis bah non, autant de temps qu'il y a à fond parce qu'on a notre pic. On a notre pic cette année. Ah bah c'est sûr que c'est pareil. Si tu te dis on rajoute, je reprends Cooper Flag parce que c'est le nom le plus évident, mais si tu rajoutes un Cooper Flag à cette équipe-là, ouais, ça peut être tentant. Je pense effectivement que si rapidement, si sur la première partie de saison, ils voient qu'ils sont trop loin des places intéressantes, ouais, là peut-être que ça va sortir le tank. Mais alors il faut quand même, pour sortir le tank, il faut mettre Desmond Bane, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. au frigo. Alors l'année dernière, par la force des choses, Bane s'est blessé, Jaren Jackson Jr. a manqué des matchs. Donc Morant s'est blessé aussi gravement alors qu'il venait de faire. Donc ça s'est bien goupillé quelque part. Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire la même chose? Non, oui. S'ils démarrent mal, ils vont. Je pense qu'ils chercheront peut-être à tanker, mais pas 2 ans de suite, quoi. C'est trop frustrant pour les gens qui ont appris, qui ont cru et qui croient peut-être encore en eux et en ce projet-là. Ce serait trop frustrant, je pense. Mais oui, c'est ce qui risque de se passer si ça démarre. À l'Ouest, tu peux pas te permettre de démarrer trop mal, de toute façon. C'est clair. Parce que regarde, même les Rockets, à un moment, ils ont fait quoi, 11 ou 12 victoires de suite et ils finissent quand même assez loin du play-in, parce qu'ils n'avaient pas assez bien démarré. Donc non, il faut que ce soit un départ au moins correct. Ouais, c'est pour ça que j'insiste sur la présence de Ja Morant sur le terrain. Parce qu'en fait, si tu as Ja Morant, même si la saison commence mal, non, tu fais jouer Ja Morant. En fait. Si tu veux que ce soit ton franchise player, il faut qu'il progresse, il faut qu'il joue. C'est un joueur qui est déjà extrêmement fort, mais qui est... malgré tout encore un jeune joueur en fait qui a encore besoin d'être sur le terrain, d'apprendre des choses. Mais tu vois, quand je regarde ce roster, je me dis bah non, c'est un roster qui est cohérent. Mais si tu enlèves Ja Morant, tu vois, même les moments où tu avais Bane et Jaren Jackson Jr. et qu'ils étaient présents, ils gagnaient pas forcément des matchs. Bane, il a fait des cartons scoring, ça suffisait pas forcément pour que Memphis gagne. J'ai l'impression que vraiment, c'est le propre d'un franchise player. Si tu le retires de l'équation, il y a tout se casse la gueule, quoi. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'à la période où Memphis était vraiment compétitif et on pouvait se dire c'est vraiment un outsider à l'Ouest, les périodes où Ja Morant était blessé ou absent, il y a 2 ans, Memphis gagnait ses matchs. C'est vrai. Memphis n'avait pas un moins bon bilan parce que il y avait, pour moi, tout ce qui avait été construit autour était très très cohérent. Bane avait beaucoup progressé au scoring, Jaren Jackson Jr. était bon. Ils avaient trouvé des solutions. Il y avait des Brandon Clark qui lui aussi a été beaucoup blessé. Qui va revenir, j'espère, cette année, qui va pouvoir être intéressant. Mais là encore, sur le papier, il y a des choses. Il y a du talent entre les joueurs qui se sont développés l'année dernière pendant les galères. J'allais dire Gigi Jackson. Malheureusement, Gigi Jackson s'est pété le pied là,
en préparation, donc je ne sais pas combien de temps il va manquer, mais il risque de manquer une partie du début de saison. Tu as Santi Aldama, qui est un super joueur qu'on a vu avec l'Espagne. Qui est tout jeune encore. Ouais, il est Il pas est vieux. peut-être de trop bien, il a 24 ans, je crois, ou 23 ou 24 ans. Voilà, c'est un très très bon joueur. Marcus Smart, quand même, c'était une des bases de Boston, donc lui aussi doit quelque chose. Il a été blessé l'année dernière, hein, quand même aussi, il faut le rappeler. Il y a du monde. Zach Edey, c'est un peu le flou, on ne sait pas trop ce qu'il va apporter au niveau pro, mais théoriquement, c'est aussi un joueur qui peut faire des choses. Enfin bref, je pourrais en parler des heures de cette équipe parce que j'y crois vraiment et j'aime la manière dont elle s'était construite, tu vois. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de galères autour et qu'on sera vite fixé sur ce qu'elle est capable de faire ou non. Bon bah écoutez, dites-nous en tout cas vous si vous croyez aux Memphis Grizzlies ou si vous y voyez plus clair dans les projets ou le niveau des équipes qu'on a abordées aujourd'hui. Est-ce que nous on sera friands, enfin on sera heureux de lire vos éclairages, histoire qu'on se fasse une idée un peu plus précise. Je vous rappelle simplement que si vous ne l'avez pas écouté, il y a le CQFR de samedi dernier, ce à quoi il fallait répondre, qui est toujours disponible, dans lequel Antoine et moi avons essayé de répondre à vos questions. On a fait très très long, je crois qu'il dure 1h30, un truc comme ça. Il n'y avait pas Shai pour cadrer, donc c'est vite parti en vrille, je vous le cache pas. Mais tu vois, du coup, ça faisait longtemps que j'en avais. Je me demande si c'est pas le premier c'est un des premiers auxquels j'ai pas participé du coup. Et où j'ai écouté, et c'est vrai que c'est hyper agréable en tant qu'auditeur, donc du coup je comprends mieux vos compliments et vos commentaires positifs, c'est sympa. Ouais, merci encore une fois de nous envoyer toutes ces questions chaque semaine. En tout cas, merci de votre implication. Bref, vous pouvez retrouver ça, on vous met le lien de toute façon si vous voulez y prêter une oreille. Et puis nous, on vous dit rendez-vous dès demain pour le CQFR. Vous nous retrouverez, Shai et moi-même, pour parler un petit peu de l'actu. Ciao à tous. À demain. Is out there, and it's either play or get played.